Le thème que je vais essayer de développer aujourd'hui, c'est comment notre e-réputation peut-elle nous affecter en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. Au commencement était la parole. En effet, il n'y a ni connaissance, ni savoir, il n'y a ni sagesse, ni sottise, il n'y a ni haine, ni amour sans la parole. Et c'est effectivement le cas parce que pour qu'on sache que quelqu'un sait ou qu'il connaît un sujet ou une chose, il faut l'entendre parler, l'entendre s'exprimer là-dessus. Pour savoir que quelqu'un est sage ou sot, il faut également qu'il s'exprime, ce qui implique la parole. Pour savoir si quelqu'un est ou aime une chose ou un individu, il faudrait également qu'il prenne la parole. Donc c'est pour dire qu'en réalité, tout est parole, du début à la fin. Alors ici, la parole n'est pas à prendre seulement au sens littéral, mais aussi au sens figuré. Car la parole n'est pas toujours le flux verbal qui est émis. Elle n'est pas toujours les mots ou les phrases que l'on prononce, non. Elle est aussi la modulation, le débit, le ton ou l'enthousiasme avec lesquels on s'exprime. Elle peut également être les gestes, les expressions du visage qu'on appelle les jeux de physionomie, ou alors notre posture lorsque nous nous exprimons sur un sujet. Car cela aussi renseigne sur la teneur du message que nous transmettons. La parole peut aussi être écrite sous forme de schéma ou alors de pictogramme. Alors c'est ce polymorphisme de la parole qui, avec le temps, détermine ce que nous sommes réellement. Quelles sont nos valeurs, quelles sont nos qualités, nos défauts, bref, notre réputation. Alors la parole est tellement importante que chez les Grecs anciens, par exemple, elle était divinisée. En plus de permettre de s'exprimer, la parole avait pour but, ou devait avoir pour but, d'être juste, vraie, bonne, convenable, attrayante, charmante et convaincante, entre autres. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on a l'impression que ces qualités intrinsèques de la parole ont été écartées au profit, on ne dira pas de qualité, mais au profit de certaines dérives langagières. Et c'est effectivement le cas au niveau des médias sociaux, ou si vous voulez, réseaux sociaux. Aujourd'hui, très souvent, les gens manquent d'arguments pour se défendre ou pour défendre leurs idées. Tout de suite, quand ils sont à court d'idées ou d'arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en clash, ils commencent à incendier ce qu'ils considèrent comme étant leurs adversaires, c'est-à-dire ceux qui ont des idées contradictoires ou contraires aux siennes, et simplement, parce que simplement, ils n'arrivent plus à se maîtriser, ils n'arrivent plus à se contrôler. Ils ont perdu le sens premier de ce que devait être la parole ou de ce qu'elle était avant. Et cela est tellement courant qu'on a même l'impression que ce sont ces personnes-là qui ne savent pas vraiment user la parole de manière efficace qui aujourd'hui sont connues ou reconnues comme étant les personnes les plus influentes ou les plus appréciées des médias sociaux, en particulier chez les jeunes. Alors, ce que nous faisons, ce que nous disons, la manière de le dire ou de le faire, voilà ce qui constitue notre réputation. Autrement dit, notre réputation est l'image que les autres ont de nous en observant nos faits, nos gestes, nos paroles, nos écrits, en voyant nos photos, en écoutant nos audios, en visionnant nos vidéos, ou alors en voyant nos prises de position. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que nos photos, nos images, nos écrits, nos posts en général qui déterminent ce que nous sommes sur la toile, ce qu'on appelle la e-réputation ou notre identité numérique. Beaucoup ne le savent pas, mais même les commentaires que nous faisons sous les publications, les vidéos ou les posts d'autres personnes également déterminent notre réputation au niveau de la toile. Les vidéos également sur lesquelles nous cliquons j'aime, par exemple. Les différents sites sur lesquels nous nous rendons pour une raison ou pour une autre. Tout cela détermine notre e-réputation. Parce qu'effectivement, toutes ces informations-là sont stockées quelque part dans les serveurs et on peut toujours les retrouver. C'est pour dire que nous devons veiller non seulement à ce que nous publions, nous postons, mais également à ce sur quoi nous cliquons. Et je ne sais pas, vous avez certainement remarqué que, par exemple, je prends le cas de Facebook. Lorsque vous cliquez une ou plusieurs fois
sur une certaine catégorie de vidéos pour les regarder. Quelque temps après, vous remarquerez que c'est ce même type de vidéo qu'on vous propose pour visionnage. Et on vous dit, avec un petit commentaire, il se pourrait que vous puissiez aimer ce type de vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a un algorithme qui a déterminé vos choix de vidéos, les vidéos que vous avez visionnées, ou alors les audios que vous avez écoutés, etc., pour déterminer en réalité quel type de personne vous êtes ou quel type de contenu vous aimez. Donc, c'est pour dire que tout cela contribue à notre identité numérique, qu'on appelle également notre e-réputation. L'e-réputation est quelque chose de très important. Souvent, les personnes qui se cachent derrière, enfin, qui se cachent, c'est une manière de parler, qui sont derrière leurs écrans, pensent qu'elles sont cachées en réalité. Et donc, cet écran leur sert, si vous voulez, de cachette pour parfois dire ou proférer des choses qui peut-être dans la vraie vie, c'est sûr qu'elles ne le feraient pas ainsi. Parce que ça donne une certaine c'est comme un leurre en fait. C'est une illusion de sécurité derrière l'écran qui fait que beaucoup de gens s'adonnent ou se livrent à des choses inconvenantes. Alors, l'e-réputation peut être importante également pour ce qui est de la recherche de travail ou d'emploi. Je vais vous donner juste quelques exemples. Aux États-Unis, il y a une demoiselle, une jeune fille qui venait de terminer ses études et elle, son rêve, c'était de pouvoir travailler à la NASA. Aller dans l'espace, etc., les fusils et tout. Et elle a postulé, elle a passé les entretiens et finalement, elle a été retenue justement pour un stage. Folle de joie qu'elle était, elle s'est mise à tweeter, donc à faire des posts, de petits messages sur Twitter. Et pour exprimer sa joie, elle s'est mise à proférer également des injures. Alors, quelques instants après, quelqu'un qui était aussi sur Twitter a essayé de la recadrer gentiment en lui disant que ce n'était pas vraiment convenant de parler de la sorte, surtout sur un média social qui est vraiment pour le travail. Elle s'est mise à incendier cette personne sans savoir exactement de qui il s'agissait. Malheureusement pour elle, il s'agissait d'un des cadres au niveau de la NASA et c'est comme ça qu'elle a perdu ce stage à tout jamais. Un autre exemple, c'est l'exemple d'un monsieur qui travaille dans une entreprise française, c'était en français lui-même, chez un opérateur téléphonique. Alors, il s'est mis sur Twitter, il a commencé à incendier son employeur, c'est-à-dire l'opérateur téléphonique, et à dire tout et n'importe quoi parce qu'il était mécontent d'une situation qu'il avait vécue. On a essayé de lui parler, il n'a pas écouté, il a récidivé, et malheureusement pour lui, il a eu une mise à pied. Et il paraît que, d'après les statistiques que j'ai eues en France, par exemple, il y a environ 7% d'employés qui perdent leur travail, tout simplement parce qu'ils se sont livrés à des injures ou alors ils ont tenu des propos qu'il ne fallait pas sur des médias sociaux. Et cela leur a coûté très cher. Au Sénégal, par exemple, et ça c'est le cas dans le monde en général, au Sénégal, on a remarqué également que beaucoup d'employeurs, avant d'appeler les candidats pour un poste, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc., Twitter, pour voir un peu si cette personne a un compte. Parce que généralement, nos comptes sont ouverts en notre nom. Et donc, pour voir un peu quel type de personne est celui ou celle qu'ils vont appeler pour un entretien. Et il est arrivé bien des fois qu'ils ont finalement refusé des candidats juste en se fiant au contenu qu'ils postaient, aux vidéos qu'ils postaient ou à leurs propos qu'ils tenaient sur les médias sociaux. Donc, c'est pour dire que l'e-réputation, aujourd'hui, en réalité, c'est en fait notre deuxième identité. Ce n'est pas à prendre à la légère. Maintenant, pour ce qui est des entreprises, pourquoi c'est important? L'e-réputation est importante également pour les entreprises parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a ce qu'on appelle des sites de consommateurs ou parfois même, pas forcément des sites particuliers, mais sur des sites, par exemple, d'une entreprise, il y a parfois l'option avis. Et très souvent, les clients qui ont peut-être eu à utiliser les biens ou services de cette entreprise viennent pour publier leurs avis là-dessus. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, 85% des internautes sont dissuadés d'effectuer un achat
suite à des lectures d'avis négatifs sur une entreprise ou sur une entité quelconque. Donc, vous voyez que l'e-réputation, tant pour les individus que pour les entreprises, est quelque chose à prendre très au sérieux. Parce que ces feedbacks, ces retours que font les clients qui ont déjà consommé ces produits, ces services, sont très pris au sérieux et sont très déterminants pour la suite même, si vous voulez, sur la suite de l'activité de l'entreprise. Autre chose également, c'est ce qu'on appelle la marque employeur. C'est en fait des informations qui déterminent le type d'employeur que nous sommes, si nous sommes un entrepreneur ou si nous sommes une entreprise. Comment traitons-nous nos employés, nos collaborateurs? Est-ce que dans l'entreprise, nous offrons des plans de carrière intéressants? Est-ce que nous proposons par exemple des formations en interne? Est-ce que nous favorisons l'épanouissement, pas seulement professionnel, mais également l'épanouissement même, on va dire, social au sein de notre entreprise? Ça, c'est autant d'informations qu'on peut retrouver sur des médias sociaux professionnels tels que par exemple LinkedIn, que nous connaissons certainement tous. L'e-réputation est quelque chose de très important, comme on l'a dit. Alors la question, c'est maintenant de savoir comment améliorer notre e-réputation. Alors, pour l'améliorer, il faut augmenter ou améliorer notre crédibilité. Comment ça peut se faire? Alors, voilà quelques clés, je vais juste les citer et après, peut-être au cours des interventions, des questions, je pourrais aller entrer en détail. Il faut surveiller notre présence en ligne. Surveiller notre présence en ligne. D'accord? C'est-à-dire chercher, par exemple, taper notre nom ou le nom de notre entreprise, si nous sommes entrepreneurs ou si nous sommes chefs d'entreprise, et voir ce que les moteurs de recherche disent sur nous, ou plutôt fournissent comme information. Parce que quand on tape, par exemple, sur Google, son nom personnel ou alors le nom de notre entreprise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, nous avons des informations qui sortent. Si, par exemple, vous avez un compte Facebook, un compte LinkedIn, par exemple, Twitter, etc., ces informations-là sortent. Qu'est-ce qui est dit là-dessus? On peut également construire notre e-réputation, d'accord, en veillant à avoir un profil professionnel adéquat, authentique et véridique. On peut également créer du contenu, un contenu professionnel pertinent dans notre domaine d'expertise. Cela va renforcer notre crédibilité professionnelle et augmenter notre visibilité également. Il nous faut également interagir avec notre réseau professionnel également. Ça veut dire qu'il faut aussi répondre aux commentaires. Alors là, c'est là où il y a je dirais pas le piège, mais le danger. Parce que parfois, quand personne n'aime être forcément contredit ou alors contredit en public ou alors raillé, ou voilà, certaines remarques désobligeantes ne sont pas toujours faciles à digérer. C'est là où il faut résister à l'envie de répondre de manière cinglante à cette personne. Parce que ça ternit notre réputation, parce que ça trahit un manque de professionnalisme profond. Alors, il faut également savoir engager de bonnes discussions, féliciter, encourager les membres de notre réseau. En réalité, on peut résumer en 3 phases notre manière de gérer notre e-réputation. La première phase, c'est quoi? C'est la prévention, c'est-à-dire anticiper. Anticiper en veillant à tout ce que nous postons, tout ce que nous publions sur nos différents médias sociaux. La phase 2, c'est la maintenance de notre e-réputation, c'est-à-dire notre capacité à contrôler notre empreinte digitale. La phase 3, c'est la réparation. Ça, c'est bien entendu dans le cas où notre image peut-être a déjà été ternie parce qu'on a dû faire peut-être une erreur ou deux en postant des choses qu'il ne fallait pas et tout de suite, ça a été peut-être relayé. Là, également, il faut savoir comment faire oublier cette mauvaise passe, d'accord, noyer, comme on dit, du contenu négatif. Il y a plusieurs clés pour pouvoir veiller à notre e-réputation et entre autres, on a des outils également intéressants qu'on peut utiliser. Il s'agit de Google Search, par exemple, Google Search Console. Nous avons Google My Business. Nous avons également Brand Yourself, Reputation VIP. Ça, ce sont des outils en fait qu'on trouve gratuitement. Il y a également des outils payants. Je donnerai un exemple. Il s'agit de Alerty, qui peut nous aider à veiller à notre e-réputation parce que cela peut avoir un impact considérable, non seulement sur notre propre personne en tant qu'individu, sur notre entreprise si nous sommes
entrepreneur ou auto-entrepreneur, et également sur notre chiffre d'affaires, si par exemple les clients qui ont utilisé nos services ou nos produits n'ont pas été satisfaits, et surtout, si nous n'avons pas été capables de répondre de manière pondérée, avec respect, avec considération aux personnes peut-être qui ont eu des avis assez mitigés ou des avis, on va dire, désobligeants vis-à-vis de notre produit ou de notre service. Donc, voilà en quelques mots ce que je peux dire pour l'instant pour ce qui est de la réputation, de son importance, de son impact sur nous en tant qu'individu ou alors en tant qu'entreprise. Excellent, excellent. C'est fut outstanding. Vraiment, on en a beaucoup appris, on a bien pris des notes et voilà. Nous ouvrons les questions. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, c'est l'occasion. C'est fut excellent. Alors, Merci. alors, j'ai une question. Euh, Par exemple, souvent quand tu défiles dans les réseaux sociaux, tu vois une personne ou une entreprise à qui, on va dire, on a terni la réputation en tant qu'entreprenante, te met à sa place et voilà, tu es vraiment attristé pour cette personne. Tu te dis, mais comment cette personne va faire pour redorer son image avec tout ce qui a été dit, surtout avec des preuves? Comment, dans ce cas, redorer son image après avoir été terni dans les réseaux sociaux? Ok, merci beaucoup pour votre question, Madame Dabo. C'est vrai que ce sont des choses qui sont courantes, on va dire. Alors déjà, lorsque notre image est ternie, elle est ternie peut-être parce que, je parle bien sûr d'e-réputation, peut-être parce que nous n'avons pas veillé à l'une de nos publications ou à quelques-unes de nos publications. Ça peut être un post, soit une vidéo, un commentaire désobligeant ou même insultant, on va dire, ou alors une prise de position un peu polémique. Et effectivement, cela peut nous couler à la peau. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que très souvent, l'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils essayent forcément de retirer cela des médias sociaux ou d'Internet. Alors ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Je m'explique. Parce qu'en réalité, c'est en essayant coûte que coûte, vaille que vaille, à enlever ce qu'on a mis, que ça va alerter les autres et beaucoup plus d'autres personnes également vont s'intéresser. Même les gens qui ne savaient même pas, qui n'étaient pas au courant de la chose, vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? J'entends telle personne qui a dit ceci, cela, etc. Et donc, ça va provoquer une sorte d'affluence et une sorte d'intérêt, on va dire, malsain pour justement ce que vous voulez noyer. Et d'ailleurs, il y a un nom pour ça. On l'appelle le phénomène Barbara Streisand. C'était en fait une dame qui, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années ou un peu plus, avait posté une photo de sa maison, mais avec des choses qu'elle a regrettées plus tard. Elle a tout fait pour retirer cette photo. Et au contraire, cela n'a fait que alerter les autres et beaucoup plus de personnes ont eu vent de ce phénomène. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a qui ont eu la maligne idée de sauvegarder cette information, cette image ou bien cette vidéo, ça dépend, pour pouvoir la rediffuser après. Et là, c'est le fiasco total. Alors, ce qu'on peut faire, après, ça dépend du degré de gravité de notre image ternie. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est la technique qu'on appelle, la méthode qu'on appelle noyer le contenu négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser les choses telles quelles. Bon, de préférence, si on peut s'excuser déjà par rapport à l'erreur qu'on a commise, c'est déjà bien. Si c'est peut-être une fois ou deux qu'on a commise, c'est encore passable. Ça peut être géré. Donc, s'excuser là-dessus et s'évertuer à ne mettre que du contenu positif de manière à ce que les gens oublient, à force du temps, oublient cette mésaventure qu'on a eue, cette mégarde qu'on a eue en postant, en publiant quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, et cela, ça permet effectivement de redorer son blason. Ça, c'est la méthode, on va dire gratuite, si vous voulez, parce qu'elle ne nécessite pas de moyens financiers ou technologiques. Il y a d'autres méthodes, c'est qu'il faut, par exemple, se rapprocher, par exemple, de Facebook, quand c'est Facebook, ou alors du site en question, pour demander aux administrateurs d'enlever ou de retirer le contenu que nous avons mis. Alors, ça peut être très long, ça peut aussi être cher, et ça n'aboutit pas toujours aussi rapidement qu'on aurait souhaité. L'autre chose, c'est de se rapprocher également comment on appelle ça encore? Des hébergeurs, voilà, des hébergeurs. Parfois également, des hébergeurs, suivant bien entendu les clauses du contrat, peuvent se le permettre. Donc ça, c'est quelques méthodes qui peuvent nous aider si par mégarde, par malchance,
notre image en est venue à être ternie. Effectivement, c'est bon à savoir parce que c'est le réflexe que l'on a, on va dire, si par hasard ça arrive à une d'entre nous, d'essayer directement de le supprimer, alors que c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Merci beaucoup en tout cas, c'est très pertinent. Alors nous avons Madame Bassène ou Monsieur, excusez-moi, qui demande si vous pouvez revenir sur la troisième façon de protéger sa e-réputation. Ok, merci Monsieur Bassène pour votre question. Alors, bon, si vous voulez, je peux même reprendre les trois phases de la gestion de notre e-réputation. La première phase, c'est la prévention, c'est-à-dire anticiper. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire essayer de voir quelle image nous aimerions laisser sur la toile et éviter tout ce qui pourrait nuire justement à cette image que nous aimerions laisser sur la toile. Donc, ça veut dire en veillant au contenu que nous postons, que ce soit des vidéos, des audios, les commentaires, etc., etc. Ça, c'est l'anticipation. Ça, c'est la première phase qu'on appelle la prévention. Comme on le dit en wolof, même je parle en français, il vaut mieux prévenir que guérir. La phase 2, c'est la maintenance. C'est-à-dire que nous avons notre e-réputation qui est là, elle semble être intacte, en tout cas pour le moins. Et il s'agit maintenant de contrôler justement cette empreinte digitale, c'est-à-dire cette identité numérique que nous avons créée, la contrôler, c'est-à-dire voir parfois épurer certains commentaires, ou en tout cas voir surtout nos différentes interactions avec peut-être des personnes qui ne partagent pas les mêmes idées que nous et voir comment nous réagissons, quelles sont nos interactions avec les internautes en général, suivant les sujets particuliers. Donc, veiller, contrôler, faire attention à où est-ce qu'on met les pieds. La troisième et dernière phase, c'est la réparation. Bien sûr, ça c'est lorsque, enfin, je ne vais pas dire lorsque tout est gâté, mais lorsqu'il y a eu gaffe, lorsqu'on a fait, voilà, on a fait des choses qu'il ne fallait pas et que notre réputation a commencé à être ternie, d'accord? Et c'est tellement rapide aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement rapide. En l'espace de quelques minutes ou de quelques heures, c'est tout le monde entier qui est au courant. Surtout si nous sommes quelqu'un de populaire, une personnalité publique ou alors, comme on les appelle aujourd'hui, c'est un mot d'ailleurs que j'aime pas trop, influenceur. Parce que, oui, c'est un mot que j'aime pas parce qu'à la base, quand nos parents nous disaient faites attention à vos compagnies parce que je veux pas que vous soyez influencés, c'était pas positif, c'était plutôt négatif. Effectivement. Alors, on va prendre une dernière question avant de passer à vos conclusions. Merci beaucoup, Bassène. Ravi que vous soyez satisfait de la réponse. Des questions? Alors, concernant le Google My Business, comment, je vais rebondir sur cette question, comment effectivement bien l'utiliser afin de réparer, on va dire, quand cette réputation a été ternie? D'accord. Alors déjà, Google My Business, c'est gratuit comme je l'ai dit, il suffit juste de taper ça dans la barre de recherche de Google et vous l'avez. Et puis c'est très intuitif, c'est-à-dire dès que vous êtes là-dessus, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Entre autres, on va vous demander de mettre votre nom, etc., vos différents comptes, et automatiquement, il va vous sortir ce que vous êtes sur le plan numérique, identité numérique, c'est-à-dire quelle est votre e-réputation par rapport justement aux informations qu'il aura recueillies sur vos différents postes, statuts, etc., de vos différents comptes professionnels ou non. Alors, il y a aussi une option qui permet de vous alerter. Dès que, par exemple, il y a quelqu'un qui peut-être parle en mal de vous ou bien est mécontent de vous, en disant des choses pas très élogieuses à votre sujet ou à votre endroit, automatiquement, vous avez une alerte qui vous est envoyée et que vous pouvez consulter. Et justement, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter d'éviter les mauvais commentaires sur soi. C'est-à-dire, il y a deux possibilités. Certains préfèrent attaquer ou contre-attaquer de manière virulente, utiliser l'argument de la violence, si vous voulez, et d'autres préfèrent juste minimiser ou alors ne pas répondre. Je dis bien là, donc un commentaire, un avis sur soi, mais il faut toujours répondre. La vraie chose à savoir, c'est comment répondre. C'est ça qui fait toute la différence. Là, ce qu'il faut faire, c'est simple, répondre de manière courtoise,
de manière aimable, en accompagnant tout cela de preuves ou d'explications pour faire comprendre peut-être la situation ou la chose qui nous est reprochée, afin de pouvoir relativiser dans l'imaginaire collectif, si vous voulez, le degré de gravité qui a été peut-être amplifié par votre interlocuteur qui n'est pas forcément votre admirateur. Voilà. Excellent, excellent, c'est parfait. Alors, nous allons passer à vos conclusions. Si vous avez quelque chose à redire, qu'est-ce que ça serait par rapport à l'irréputation? Par rapport à l'irréputation, comme vous le voyez, c'est un mot composé. Il y a I, il y a réputation. Notre réputation électronique, si vous voulez, ou alors numérique, notre identité numérique. Alors, nous avons tous des valeurs, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre ethnie, notre race. Nous avons tous été élevés, éduqués avec des valeurs. Et parmi ces valeurs, justement, la réputation était très importante. C'est-à-dire que faire attention à ce que l'on disait, à ce que l'on faisait, parce que ça revenait toujours aux oreilles des parents, par exemple. Alors, si on voit exactement cette chose comme ce qui se passe sur Internet, on verrait également à ce que nous postons, à ce que nous publions, à ce que nous partageons, etc., etc. Donc, en fait, c'est de voir l'irréputation comme étant, si vous voulez, l'image de notre réputation réelle, notre réputation en tant que personne physique. Parce que autant notre réputation réelle, donc physique, est importante, autant notre irréputation est aussi importante. Et je dirais même que notre irréputation peut se détruire ou se désagréger beaucoup plus vite que notre réputation réelle, parce que simplement aujourd'hui avec Internet, les personnes nous voient à travers nos vidéos, à travers nos publications, ils lisent nos propos, ils entendent nos prises de position et très rapidement, ça peut être propagé. Alors que de manière physique ou de manière réelle, c'est-à-dire dans le quartier, si on fait quelque chose de mauvais, à la limite, c'est peut-être les voisins qui vont le savoir et peut-être quelques autres personnes du quartier. Donc, l'impact que peut avoir l'irréputation est extrêmement considérable et cela va être très, 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 très pertinent ou beaucoup plus pertinent que ça l'est aujourd'hui parce que les employeurs, par exemple, on l'a vu, tiennent compte de ça pour décider quant à savoir s'il faut prendre ou pas quelqu'un pour un emploi et les entrepreneurs que vous êtes pour la plupart ici sur cette plateforme également peuvent être impactés par leur irréputation et malheureusement cela de façon négative. Rebondir également et pour confirmer, en fait, tout à l'heure dans son intervention, elle a parlé de la passion, qu'il faudrait que la passion soit en fait le moteur premier, pour ne pas dire principal ou unique de l'entrepreneuriat. Mais en réalité, c'est pour toute chose. Sans passion, on ne peut pas aller au bout. On peut aller au bout parce qu'il y a des épreuves, il y a des embûches, des difficultés, et c'est seulement la passion qui nous permet de continuer, de persévérer, d'avoir cette résilience malgré tout. Et pour conclure, j'aimerais juste paraphraser ce philosophe et homme politique chinois Confucius. En tout cas, c'est à lui qu'on attribue cette maxime. Il dit « Choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Pourquoi? Parce que quand on est passionné par ce que l'on fait et qu'il se trouve que cette chose est notre métier, notre travail, on ne travaille pas, mais on s'amuse avec.